OK, merci Alain. Ben, bonjour tout le monde. Merci aussi pour les petits messages, en commentaire là dans le chat. C'est cool. Donc, je garderai un petit œil sur le chat et de temps en temps s'il y a des réponses à apporter comme ça au fil, de l'eau, n'hésitez pas et puis on essayera, comme Alain l'a dit, de répondre au maximum à la fin à toutes les questions qu'il peut y avoir au niveau du SEO. Gros, gros sujet aujourd'hui. Je suis super content vraiment d'être avec vous. Merci à Links Garden, Mélodie, Manon, Jackie aussi, de m'avoir donné la parole aujourd'hui. C'est une grande première pour moi, en fait, de prendre la parole là sur la SEO Garden Party. Donc, c'est un bel événement parce qu'en fait, ça fait déjà plusieurs années que je le suis et j'aime bien me former en suivant, faire de la veille en fait, en suivant, les conférenciers. Donc, là, c'est rigolo d'être, de l'autre côté de la barrière. Comme je disais à Alain, c'est déjà ma 7e, conférence ou webinaire, cette année. Finalement, c'est une année qui est chargée en SEO, en GEO aussi et je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, de questions de part et d'autre. Dans l'idée, parce que, cette idée-là de titre comme ça, est-ce qu'on doit partir de Google? Est-ce qu'on va sortir de Google? Est-ce que le SEO est mort? Bon, c'est un truc que j'entends depuis depuis 15 ans, hein. Ça, Ah, il est c'est mort un paquet de fois le SEO, hein. ouais, ouais, ouais et donc là, l'idée, de ce sujet-là, c'est parti de plein de discussions que je voyais passer sur LinkedIn depuis le début d'année où, il y a du grand n'importe quoi. Il y a des petits dramas SEO, comme ils en ont l'habitude aussi. Il y a eu quelques clashs là sur LinkedIn et en même temps, moi de mon côté, avec, mon site internet, avec le site internet de mes clients, des fois je vois des anomalies où je me dis: «Mais comment ça se fait que telle entreprise se référence avec un site web aussi pourri, dans la SERP? Comment est-ce qu'eux, ça fait ils sont premiers alors que tout est fait à côté pour que ce soit nickel? Ou alors pour que nous, on a des bons résultats, alors qu'a priori, on n'a rien fait en SEO pur et dur?» Et donc là, ce que je vous propose aujourd'hui, ben, c'est d'essayer de décrypter un petit peu tout ça avec, du très basique et puis aussi, ben, avec, des 1 ou 2 cas d'école là que j'ai trouvé assez intéressants par rapport à mon site. Donc pour me présenter très rapidement, Hémisphère Web, on est une agence de communication digitale. On est très bien installé à Strasbourg en Alsace. On a des clients dans toute la France. Voilà, notre spécialité, ça va être le digital, en particulier le SEO. Dans l'agence, en fait, on est 5. Mon associé, c'est François Kierman, qui sera plus sur la partie community management, Google Ads. Et après, ben, j'ai la chance d'être très bien entouré au niveau de l'équipe avec rédacteur web, community manager, traffic manager aussi. Et donc, on s'amuse beaucoup dans le digital. Pour ma part, moi, mon premier site web, je l'ai fait en 2005. Donc, c'était il y a 21 ans, ça date un petit peu. Et les problématiques étaient exactement les mêmes que maintenant. C'est comment s'indexer dans Google ou même dans les moteurs de recherche, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Google. Donc, comment est-ce qu'on apparaît? Maintenant, c'est comment on apparaît dans les IA aussi. En fait, cette période-là, je l'aime bien parce que ça me fait penser à il y a 20 ans, quoi, il y a 15 ans, avec des outils de suivi, des fois, qui sont pas au top, un environnement qui change, des nouveaux acteurs aussi qui apparaissent et c'est assez intéressant. Donc voilà, bah, pour ma part, ma grande passion, c'est l'entrepreneuriat, c'est aussi le SEO. Donc voilà, je donne des pas mal de conférences. J'organise aussi petit coup de pub là, c'est pour, une journée SEO, en Alsace. Ce sera Biz& Buzz en octobre, je vous en parlerai à la fin. Voilà, je suis dans le web depuis longtemps. Je vous mets tout de suite, mes infos, vous pourrez les voir dans les replays. Alain vous l'a dit, hein, tout ça, ce sera mis en replay, ce sera sur YouTube. Vous pourrez voir les slides aussi tranquillement. Et donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est, déjà, en fait, j'aime bien toujours repartir par les bases, de parler de SEO traditionnel. Donc on va repartir de là un petit peu et ensuite, se poser la question: «Qu'est-ce qui est encore utile en SEO?» Ensuite, ben, comment est-ce qu'on peut, ouvrir ses chakras par rapport à ça et vous montrer, quelques cas concrets. Et donc, on va revenir là déjà aux origines, du SEO. Ça m'a fait un peu marrer de me plonger dedans. En gros, on peut se dire que ça a commencé en 97. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'on se dit, ben, la vraie question, c'est aussi c'est quoi le SEO, quoi? Et donc, c'était, Danny Sullivan qui s'est posé la question. Il avait un blog qui était vachement suivi à l'époque, c'était, SEW, c'était Search Engine Web
Et donc, en 2004, il s'est dit: «Mais en fait, le terme SEO, quand est-ce qu'il est apparu?» Et donc, bon, on a retrouvé là dans les web archives et compagnie, les petits échanges et ces réflexions. Alors ce qui est clair, c'est que c'est pas clair. Voilà, ça c'est la base du SEO, mais c'est un truc qui change pas en fait, hein, depuis et on peut se dire qu'en gros c'est né à peu près à l'été ou en 97, en octobre, 97 à peu près sur les SEO. Donc en fait, on est sur un métier, qui date. Donc déjà, c'est normal que ça évolue. Ça c'est, là, il y a pas de débat là-dessus. Et donc, je vous ai mis le petit lien et donc en fait, le SEO parce que là, l'idée, c'est de se dire: «Ben, tiens, vers quoi ça évolue?» C'est que ça va faire 30 ans l'an prochain. Donc, je pense que, Links Garden pourra faire une grosse SEO Garden party avec ça et que, je pense Bonne que idée. il faudra se bouger, hein, ouais, il faudra qu'on fasse un truc pour, la communauté parce que ça on peut se dire que grosso modo, on va fêter, les 30 ans du SEO, même si on peut se dire, ben, le 1er moteur de recherche de mémoire, c'était en 91 avec AliWeb, il y avait aussi Archie, il y avait des trucs comme ça qui datent. Mais le terme SEO, c'est quand même a priori plutôt en 97. Donc voilà, il y aura un truc à faire et traditionnellement en SEO, on se base sur 3 piliers. Voilà, c'est pour faire simple, c'est pour, vulgariser la chose. Maintenant, c'est devenu, beaucoup plus complexe, mais j'aime bien en fait, c'est comme dans le sport, il y a toujours des gammes à répéter, il y a toujours des choses à faire, sur les basiques pour progresser en fait, quel que soit notre niveau. Et donc les fameux 3 piliers du SEO, alors là, j'ai ressorti un truc, qui date une pyramide que j'avais fait en 2019 ou 2020. Donc en fait, en SEO, traditionnellement, on se dit: «Ben, d'abord, il faut optimiser le site internet. Ensuite, on va rajouter du contenu, on va rajouter des textes». Donc la structure du site, ça va être pour les robots, ça va être pour le crawl, ça va être pour l'expérience utilisateur. Ensuite, on rajoute du texte, tac, 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 pour montrer qu'on est expert dans son domaine et ensuite, une fois qu'on a montré notre expertise, en prenant la parole, on va montrer notre popularité. Et donc, notre popularité, comment elle se fait? Ben, c'est, qu'est-ce que les autres disent de nous? Avec, les fameux liens, avec les fameux backlinks. Donc déjà, si on active ces 3 piliers-là en SEO, je pense on est pas trop mal. Alors, du coup, ce qu'on peut se dire au niveau de la technique, pour décortiquer un petit peu cette pyramide, bah, déjà, le le but, c'est la conversion. Même, quelle que soit, la pyramide, quels que soient les trucs, qu'on fait de la communication, qu'on fait du marketing, je pense que le but, c'est d'avoir des clients, c'est de gagner de l'argent, c'est que, l'entreprise soit visible. Donc on parle en fait, d'UX, de SXO, de CRO, de tout ce qu'on veut. Quelle que soit la démarche, en fait, l'objectif, ça va être de convertir. Mais l'autre enjeu, et ça, c'est une vraie problématique actuellement, ça va être le crawl. Comment faire pour attirer les LLM? Comment faire pour attirer les robots de Google? Et après, une fois qu'ils ont visité mon site internet, c'est pas parce qu'ils le visitent que je vais apparaître dedans. Et donc, ce qui va être super important, c'est justement d'arriver à bien s'indexer par rapport à ça. Donc, il y a il y a plein de méthodes par rapport à l'indexation. Hem, mais en fait, le gros enjeu aujourd'hui, et je vois, c'est une vraie problématique client, ça va être l'indexation. Donc, si on se base sur les bases, il y a quelques points. Déjà, le technique, là, le plus gros problème technique, pour moi, il se situe entre la chaise et le clavier, en général, quand on a un site internet. Ça, je le vois. Des C'est fois, sûr. on est d'accord, Alain? Sûr, c'est sûr. Ça, dès qu'on audite un site internet, bon, je le vois, j'ai des clients qui font des sites, from scratch, en fait. Ils partent de zéro, ils font tout en code et compagnie. En général, ben, quand il y a des petits bugs, quand c'est pas indexé, quand il y a des trucs comme ça, bon, ben, c'était au niveau du code, c'était au niveau humain. Quand on récupère des sites WordPress, par exemple, un site WordPress, à la base, il est plutôt clean. On peut se dire, il y a 30-40 du web qui tourne avec WordPress. Donc Google a vraiment l'habitude du WordPress. Il connaît par cœur WordPress. Et tout ce qui va flinguer un site, c'est tout ce qu'on va rajouter avec des plugins, avec des thèmes qui seront moyens et des trucs custom et compagnie qui, au fur et à mesure,
Ça, c'est pareil aussi, au niveau du serveur où là, bah, il y a toujours des optimisations à faire. Dites-vous déjà, la vitesse de chargement, c'est un vrai enjeu. Il y a 5-10 ans, la vitesse, ça avait quand même peu d'impact au niveau de l'algo de Google, tellement tous les sites sur le web étaient lents. Maintenant, pour moi, ce qui a vraiment changé, c'est les IA au niveau de leur crawl. Parce qu'une IA, si votre site, il met du temps à se charger, elle va dégager tout de suite. Elle va pas attendre 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes que la page, elle se télécharge pour récupérer le contenu. L'IA, elle a besoin d'avaler un maximum de données sur le web et donc pour ça, il faut vraiment un site performant. Les internautes, ben, évidemment aussi, hein, pour la conversion, comme je disais tout à l'heure. Ça va être important. Mais vraiment pour moi, là, le gros enjeu technique en ce moment, c'est, le crawl avec les IA, arriver à leur fournir un maximum de contenu le plus rapidement possible. Après, on a toujours, les basiques, hein, les petits traditionnels, title, métadescription, les H1. J'aime bien, il y a la méta là qui revient un peu sur le devant de la scène en se disant: «Tiens, est-ce que les IA, le crawl, est-ce qu'elle l'extrait? Est-ce qu'elle l'analyse et tout? Est-ce que ça va jouer dans mes classements?» Mais en tout cas, title, H1 et en même temps, des fois, on peut aussi nuancer par rapport à ça. Je vous parlerai, d'un bug que j'avais eu sur mon site internet, là, l'an dernier, avec du H1 et c'est quand même assez rigolo de voir qu'il y a pas que ça qui rentre en ligne de compte, mais en même temps, ça joue quand même beaucoup. Aussi, si on veut faire simple par rapport à la technique, bah, corriger les 404, hein, ça je le vois souvent, c'est un petit truc qui est mis de côté. Faites des crawls réguliers, mettez, des outils pour monitorer et surtout en termes de monitoring aussi, amusez-vous à suivre le log des IA. Maintenant, vous demandez à ChatGPT ou à Claude, vous dites, «Tiens, je suis chez tel hébergeur, j'aimerais pouvoir suivre les logs des IA, comment vous faites?» Et il va vous donner, les petites étapes, le petit process et ensuite, vous prenez, le fichier de log, vous le mettez dans l'IA. L'IA, elle va vous faire un joli tableau. C'est ce que j'ai fait, je me suis amusé à faire, ça hier soir avec des sites qui étaient sur un serveur, chez Gandhi, par exemple. En 4-5 clics, je suis allé récupérer les logs, alors que c'est pas forcément intuitif, à la base. Et ensuite, j'ai pu sortir un bon petit tableau où je vois, par exemple, que voilà, sur les 6 sites internet qui sont, sur un serveur qu'on a chez Gandhi, j'ai le classement avec les logs, je vois les IA qui se sont, connectés, les OpenAI, les Claude, les Perplexity et compagnie. En fait, pour moi, il y a une chose qui change pas et qu'on doit toujours avoir en tête, ça va être, vraiment l'analyse de données et ça, c'est un pilier qui a été oublié et je l'ai toujours rajouté aussi en quatrième pilier, celui-là, qui pourrait être presque le premier, c'est la data. C'est les reportings, c'est l'analyse de données. En fait, c'est vraiment essentiel. Qu'on fasse du SEO, qu'on fasse du GEO, qu'on soit community manager, tout ce qu'on veut, en fait, l'analyse de données, c'est vraiment une part importante de notre métier qui prend un temps de malade aussi. Maintenant, qui s'automatise, il y a des outils qui sont sympas, mais quand même, faire travailler sa matière grise et monter des stratégies. Une stratégie, on ne pourra jamais la monter si on n'a pas la data. Et donc pour moi, c'est presque lié aussi au pilier technique, pouvoir extraire la data, pouvoir la traquer correctement. C'est clairement la première des choses à faire et à mettre en place pour pouvoir faire un diagnostic. Et donc je vous parlais là des années 2000 et compagnie. J'aime bien des fois me balader sur des sites à fort trafic, que ce soit mes clients, que ce soit des concurrents, que ce soit sur des SERP, qui sont concurrentiels. Et là, j'ai eu, la petite surprise de voir, qu'il y avait encore des techniques un peu des années 2000 qui marchaient encore, heu, avec, par exemple, là, j'ai vu un gros acteur dans le marché du thé, où ils avaient une problématique, je pense, je les affiche pas pour le plaisir, c'est vraiment pour le cas d'école. En fait, ils ont, avec du texte caché, j'étais allé là me balader sur le site, de Qsmiti et je me dis: «Tiens, en fait, ils ont pas de H1» et je regarde, le truc et en fait, je me rends compte que dans le code, il y a un H1. Il y a un H1 qui est dans le code et en fait, le H1, il est caché en 1 pixel par 1 pixel. C'est un peu, vous savez, comme quoi avant qu'on faisait du texte blanc sur fond blanc. Je sais pas si tu as connu ça là? Ouais, ouais, bien sûr. Mais en fait, du texte 1 pixel par 1 pixel,
C'est pas pénalisé. C'est pas pénalisé. Pourquoi? Parce que qu'on tape, HAT ou T machin, ils vont très bien ressortir. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est se dire: «Tiens, il y a des techniques où Google nous dit: "Vous faites ça, vous êtes pénalisés"». En fait, on l'est pas. Alors après, pourquoi est-ce qu'ils sont pas pénalisés? Est-ce que c'est parce qu'en fait, Google n'est pas en mesure de pénaliser des sites qui font ça? Ou alors est-ce que c'est parce qu'ils ont une telle autorité que ça va compenser, des lacunes et des dysfonctionnements techniques? Peut-être, aussi. Ça peut être une vraie explication. J'ai déjà vu, en fait, des fois, des sites à forte autorité qui pouvaient se permettre, entre guillemets, de faire des choses que nous, on pourrait pas. Tout simplement parce qu'ils ont l'autorité et ça passe, en fait, auprès de Google. Donc voilà, mais bon, ça m'a fait sourire de se dire que là encore en 2026, mettre du texte caché avec un pixel par un pixel, bah, on pouvait se retrouver sur des cercles concurrentiels dans un top 3. Un petit truc intéressant, là, je voyais passer des études aussi avec les IA en géo. Alors après, pour moi, géo, SEO, je les mettrais dans le même sac, hein, clairement. Mais en tout cas, en tout cas, les IA lisent le texte en blanc sur fond blanc. Donc, et elles extraient les données, elles les moulinent et ça va apparaître dessus. Donc, c'est pour ça, là, moi, j'ai l'impression avec, des fois le géo d'avoir un petit retour en arrière. Par contre, là, c'est ce que j'ai noté, c'est vraiment à vous de fixer le niveau de risque. La durabilité de votre site, en fait, avec les techniques, un peu black hat, même si là, c'est pas du méchant black hat. Hem, Moi, l'idée, ma philosophie, en fait, par rapport au SEO et géo, c'est, dans 10 ans d'être toujours là et de bien dormir. En gros, toutes les, mises à jour de Google, les grosses Google Updates et compagnie, franchement, ça fait 15 ans, que je n'y suis pas, quoi. Alors de temps en temps, et en général, mes sites ne seront pas impactés. Alors des fois positivement, j'ai une bonne surprise. Négativement, c'est très, très rare, hem, parce qu'on essaye de faire les choses proprement. Alors ça va être quoi les choses proprement? Moi, ça va être de suivre quand même à 80 les guidelines de Google. Forcément, il faut aller, jouer avec les limites, hein. C'est comme, quand vous faites du sport, si vous voulez progresser, ben, à un moment, il faut pousser, il faut, y aller à l'entraînement, il faut se dire: «Est-ce que ça, je suis capable de le faire? Est-ce que je suis capable d'encaisser, ça et ça?» Ben, là, ça va être pareil avec un site, ça va être de le pousser en termes d'optimisation de contenu et autres, en se disant jusqu'où il peut aller, optimisation de contenu, backlink aussi. On est aujourd'hui chez Linksgarden, donc on peut en parler, librement. Le netlinking, c'est interdit par Google, mais ça marche bien, ça marche encore. C'est un truc de dingue. Donc voilà, par rapport à cette partie, un peu base de pyramide, hein, il faut que votre site il soit sécurisé, il soit rapide, et il soit bien crawlé par les IA, bien crawlé par les robots de Google, les moteurs de recherche et ainsi de suite. Ça c'est c'est la première des choses. Et j'étais là à Paris il y a 3 semaines pour une conférence, de la FEPSEM où il y avait Microsoft qui intervenait. C'était Mehdi Dalil, si je dis pas de bêtises, qui nous a parlé de Géo. Mehdi de chez Microsoft disait: «En fait, pour faire du bon GEO, faites du SEO. Nos IA ont besoin de SEO pour trouver votre site internet, pour extraire votre contenu et compagnie, quoi». Donc voilà, j'avais trouvé ça intéressant. En tout cas, le contenu, clairement, c'est ce qui va montrer votre expertise. Ça va montrer votre expertise auprès des internautes, mais aussi des moteurs de recherche et des moteurs de réponse, des IA. Donc déjà, n'hésitez pas à publier du texte, votre site a les IA, les robots ont besoin de texte, de texte, de texte. Et pour moi, le gros changement majeur là, et c'est là où il y a des grosses adaptations encore à faire, ça va être la production de contenu au niveau de l'IA. Pour moi, la Google, il est en train de siffler la fin de la récré. Hem Et il faut vraiment qu'en termes de rédaction, il faut intégrer intelligemment l'IA. Moi, j'aime beaucoup en amont, pour comprendre une SERP, pour comprendre, des concurrents, pour comprendre un marché, pour comprendre les produits de mes clients. Pour rentrer, en fait, dans un univers, l'IA, elle est géniale. Elle pourra vous expliquer les choses, simplement ou techniquement si vous lui demandez, c'est très bien. Elle pourra vous faire après, vous donner des idées, vous donner votre, sitemap, vous donner la liste des articles que vous avez déjà rédigés. L'IA pourrait dire: «Bon OK, voilà, dans votre cocon sémantique, dans votre cluster, il va manquer ça, il va manquer ça, il va manquer ça». OK.
Donc ça va être intéressant. Après aussi, après, hein, moi, j'aime bien utiliser l'IA pour, déjà quand je manque d'inspiration, des fois pour reformuler des phrases, pour trouver des angles d'attaque, pour savoir qu'est-ce qui manque dans mon texte. Donc pour auditer, en fait, mon texte. Mais vraiment, garder une touche humaine, ça fera la différence. Là, j'ai tellement de clients en ce moment, ils publient 10 textes, 20 textes. J'en ai un, il a publié 200 textes, via ChatGPT sur son site internet. Avant, son contenu s'indexait. Ces 200 textes, il y en a 5 qui se sont indexés en plus d'un mois. Et pourtant, il a essayé de bourriner avec la Search Console. Et ça, et ça a pas, et ça se référence pas parce que il faut que votre contenu ait une vraie plus-value, en fait. Et moi, j'aime bien une phrase d'Olivier Andrieux, c'est Google, c'est un obsédé textuel. Les IA, vraiment, ont besoin de votre contenu. Google a besoin de texte. Yes, et sur la rédaction de l'IA, c'est ce que je disais encore là, il y a une semaine avec Foxglove en webinaire, c'est que il y a 10 ans, on a fait du mauvais contenu, hein. On a fait du contenu offshore, on faisait du contenu spin, on faisait pas mal de choses. Donc aujourd'hui, le contenu IA reste quand même plus quali, mais malgré tout, Google a fait un gros travail là-dessus. Et donc, vous ne pouvez pas vous permettre de juste demander, comme tu dis, de son contenu et puis espérer que tout se passe bien. Déborah Achour, qui était passée chez nous, qui avait fait une grosse conférence à la SA Garden Party, elle en a parlé quand elle fait un contenu IA. Le contenu IA, il est parfait, mais parce qu'avant ça, elle a fait un travail monstrueux, en fait. Et qu'après, la machine a vraiment appris et qu'elle est capable de sortir un contenu de qualité. Parce qu'aujourd'hui, vous demandez de son contenu en mettant trois pauvres informations. L'IA a beau être très très forte, à bout d'un moment, ça reste une machine et elle va pas faire un truc mirobolant. Donc, pour que le contenu de l'IA soit bon, il faut que vous, en amont, vous soyez bon avec un brief de qualité, plusieurs informations et ainsi de suite. Et bien évidemment, bah, relire, hein. Voilà, bah oui, c'est ça. Clairement, en fait, ce qui va faire la différence, ça va être notre touche. Dites-vous que sur le web maintenant, tous les sujets, grosso modo, ont été abordés. Il y a rien de différenciant. Si on fait un truc très beau, très propre avec l'IA, OK, ce sera joli, ce sera bien pour nos clients, pour notre flux de visiteurs. Mais pour de l'acquisition, pour aller chercher des positions dans la SERP, ce qui est encore différent, en fait, c'est un objectif complètement différent de se dire: «Je vais proposer quelque chose de mieux, que les autres» et c'est pour ça que Google après va mettre en premier. C'est pour ça que ChatGPT va me citer. Ben, pour ça, en fait, il faut y aller avec vos tripes, hein. Il faut, rajouter du texte, vous-même. Il faut rajouter, des témoignages, des anecdotes, des choses comme ça et c'est ça qui sera bien. Mais clairement, si c'est pour, faire quelque chose qui est pas mieux avec, l'IA ou si ça n'améliore pas la qualité, c'est pas la peine, quoi. C'est vraiment pas la peine. Mais là, ce volet contenu, c'est un gros sujet en ce moment, alors que il y a, pendant des années, en fait, bon, voilà, c'était de l'opti, c'était de la pondération, c'était des choses comme ça. Et là, ça a rajouté une petite touche qui est assez intéressante et assez challenge. Ça c'est clair. Et j'ai un exemple, en fait, des choses encore récents. Quand vous avez un site internet qui a un petit peu euh, d'ancienneté, un site internet avec déjà une masse de contenu ou même, là, par exemple, vous avez publié, allez, 200 articles avec, ChatGPT et vous regardez ce que ça donne au bout de 6 mois. Il y en a quelques-uns, il y en a qui vont se référencer. Demandez-vous pourquoi. Il y en a d'autres qui vont pas se référencer, mais qui seront indexés et il y en a qui seront carrément pas indexés, que Google va visiter, ne voudra pas indexer. Pour ça, il y a des arbitrages à faire, en fait, qu'on ait un site, plutôt récent ou un site ancien. Et là, j'ai le cas d'un client qui est sur une SERP archi concurrentielle, hem et avec une grosse masse de contenu. Et donc, pour lui, en fait, on a mis une stratégie de contenu evergreen, c'est-à-dire que régulièrement, on retourne sur des anciens contenus pour les mettre au goût du jour, pour les optimiser. Déjà, un truc tout bête, si vous avez des articles avec, des dates où vous avez, 2020 qui apparaît, vous avez, 2023, vous avez du 2024, essayez de mettre à jour ces articles-là. Mettez du 2026. Les IA, Google adore le contenu frais. En fait, Google, il a un algorithme, en fait, qui va booster, les contenus frais et les contenus d'actualité. Donc, jouez avec ça.
n'hésitez pas. Et donc, cette stratégie de contenu, ça avait été avec le client de se dire, OK, il y a une centaine d'articles, même entre 100 et 150. On va se poser la question, ces 100-150 articles qui existent depuis au moins 3-4 ans, est-ce qu'on les supprime pour certains? Est-ce qu'on va fusionner certains parce qu'il y aurait de la cannibalisation? Ou alors, est-ce qu'on va les mettre au goût du jour? Et ça, en fait, je suis toujours surpris quand on le fait bien, quand vraiment on prend le temps, de d'analyser les choses, par exemple avec la Search Console, de regarder aussi le comportement utilisateur parce que, des fois, il y a des contenus qui vont pas forcément bien ranker, mais que les utilisateurs vont regarder. Donc croiser les données avec, Google Analytics aussi pour voir, les contenus qui sont visités parce qu'il faudrait pas péter un truc, qui est mal référencé dans Google, mais qui plaît à l'internaute, en fait, et où l'internaute, va tout le temps tomber dessus à l'intérieur du site en naviguant. Donc ça, en gros, on s'était fixé pendant, 1 mois de reprendre, tous les contenus où grosso modo, il y a 10 des contenus qui ont été supprimés, à peu près, allez 20 qui ont été fusionnés et 60 on s'est dit: «Ils sont bons». Dans les 60 on a pris le top, on a pris les 20 articles qui rankaient le mieux. Et on s'est dit: «On va aller sur notre force, en fait, sur nos forces, on va encore essayer de les améliorer ceux-là». Parce qu'ils sont déjà bien placés, parce qu'ils sont, sur du top 2, top 3, des fois top 1 Google. Et l'idée, c'est de maintenir déjà les bonnes positions et puis d'aller chercher. En fait, si vous êtes 50e sur un contenu, sur un mot-clé et que vous passez 30e, ben, c'est génial. Vous avez gagné en place, mais vous aurez pas gagné plus de clics. Donc ce qu'il faut aussi dans cette, stratégie-là de contenu, ça va être, d'aller sur des contenus qui vont vous apporter tout de suite des petites victoires, en fait. Déjà, ben, pour vous, pour votre client et pour, votre retour sur investissement. Et ça, c'est important. Et en fait, on a travaillé à ce moment-là sur les contenus. On les a repris, on a repris les titles, métadescription, H1, on a refait du maillage interne et directement, en fait, et c'est ça qui est surprenant. Des fois, on dit: «Ben, le SEO, ça met des mois à payer, quand on fait un article, il faut qu'il atteigne en 6 mois à peu près, il sera à son apogée, on verra ce que ça donne et tout». Non, là, en fait, en quelques semaines, on est sur des volumes énormes, quoi. Ces articles hors marque, uniquement articles de blog, on a doublé en fait, le trafic hors marque sur le blog avec ça. Et c'est uniquement la chose, qu'on a travaillé. Il n'y a pas eu de campagne de netlinking en plus, il n'y a pas eu, d'événement ou de lancement, c'était juste, «Tiens, là, il n'y a pas d'actu, OK, on reprend l'ancien contenu». Et j'ai plein d'exemples comme ça, où avec une bonne méthode, ça marche bien. Donc, si vous vous ennuyez cet été, n'hésitez pas à la reprendre un peu vos anciens contenus, c'est quelque chose qui pourrait marcher. En plus, on est sur une SERP qui est ultra compétitive. Un des concurrents sur la SERP, c'était Apple. Donc c'était vraiment du lourd, quoi. Et le troisième élément de la pyramide, c'est les backlinks. C'est l'autorité. Et encore en 2026, c'est clair que les liens, ben, on en a besoin. Un site, il en a besoin. Pour ça, je suis retombé là en cherchant à sourcer les choses, pour ce webinaire, justement via un brevet de Google sur les backlinks. Voilà, le fameux US 771 622 5B1. Hem, où il y a des petites figures, je vous ai mis le lien, je vous mettrai le lien là en bas, qui sont, assez intéressantes. Là, par exemple, on voit la notion de surfeur raisonnable. Quand vous avez une page sur votre site internet, mettez le lien n'aura pas la même valeur. S'il est au-dessus de la ligne de flottaison, ben, Google va te donner un petit peu plus de force, à ce lien-là parce qu'il est visible par l'internaute plutôt qu'un lien qui va être caché dans une masse de texte, énorme dans le ventre mou, de votre article. Que la relation entre vos pages, mais aussi avec les sites externes, ça va avoir du poids. Si vous recevez un backlink d'une page qui n'a qu'un seul lien, ce sera plus fort qu'un backlink, qui vient d'une page qui a plusieurs liens sortants. Voilà, en fait, il y a plein de comme ça de petites, coefficients de pondération qui sont mis en place, par Google. C'est aussi Michael Priol, par exemple, qui en parle très, très bien dans ses conférences. Et je trouvais ça intéressant de faire cette petite, piqûre de rappel avec vous. Et donc les IA, ben, ouais, elles ont besoin de contenu, mais aussi
Une stratégie que j'aime bien en netlinking, en fait, les IA, elles ont besoin de contenu externe. C'est ça qui est important. Ce que vous dites vous, c'est bien, ça montre que vous maîtrisez le sujet, ça montre que vous êtes actif, que vous êtes toujours vivant. Si vous avez rien mis depuis 2 ans sur votre blog, l'internaute, et les moteurs de recherche peuvent se dire: «Tiens, est-ce qu'il est encore en activité?» Donc donc ça. Mais en fait, j'aime bien des fois synchroniser une actualité chaude avec des campagnes de netlinking. Pourquoi? Parce que les liens, ils seront légitimés et pour moi, il y a moins, le risque de pénalité Google parce qu'on va pas se le cacher, faire n'importe quoi en termes de netlinking, on pourrait, être pénalisé par Google. Et ça arrive. Et donc en fait, quand vous avez une actu chaude, que vous avez, de l'activité, sur les réseaux sociaux, que vous avez un événement, qu'il y a un petit buzz autour de vous, faites une grosse campagne de netlinking, profitez-en. En gros, ça va permettre, de blanchir votre argent, avec ça parce que ces liens-là vont être noyés dans une actualité, qui et ils seront légitimés, en fait. Donc, allez sur de l'encre exacte, sur des mentions exactes et des choses comme ça quand vous avez un truc un peu d'actu et forcément dans l'année, vous en aurez. Donc synchronisez vos campagnes de netlinking avec ça. Et surtout, la grosse clé, ça va être, de construire quelque chose. Le netlinking, en fait, c'est un sport d'endurance. Obtenir des backlinks, c'est un sport d'endurance. Pourquoi? Déjà parce que c'est dur, d'en avoir. Il y a des plateformes qui facilitent la chose. Voilà, merci Linux Garden, par exemple. Mais vraiment ce qui va être important, c'est d'avoir une stratégie sur la durée. C'est de se dire: «OK, ce concurrent-là, il a 10 backlinks d'avance. Je vais peut-être pas mettre les 10 d'un coup. Je vais étaler la confiture pour que ça semble naturel. Voilà, et ça, c'est les stratégies qu'on pas changé. Et la petite nouveauté avec les IA, c'est que ben, l'IA va regarder est-ce que votre marque est mentionnée. Donc du coup, ça amène à avoir un petit switch par rapport aux paragraphes et par rapport aux mentions, par rapport même des faux backlinks, tout simplement où je pense que faire du branding, de toute façon, ça a du bon. Donc, il y a un moment, c'était vraiment à la mode d'aller sur de l'encre exacte et compagnie, de bourriner. Pour moi, c'est pas mal quand même de garder toujours cette notion de branding en tête et je vous en parlerai tout à l'heure parce qu'en fait, là, pour l'instant, on a parlé, de backlink, on a parlé de contenu, on a parlé un petit peu d'optimisation technique, hein, sans rentrer trop dans des trucs complètement barges. On n'a pas encore parlé de branding et pour moi, c'est ça aussi, la grosse évolution, qu'on est en train de vivre et que notre, métier, activité de SEO et de communication d'entreprise aussi, sont en train de vivre. Donc voilà, et qu'on parle de lien, pensez aussi lien interne. Ça, c'est important, à pas négliger. Donc ça, c'est le petit lien pour le brevet Google. Donc du coup, si on se dit, ben voilà, le SEO maintenant on peut déjà tout optimiser. Est-ce que c'est encore utile? Est-ce que ça il y a les IA qui sont arrivés aussi. Donc ça, c'est la grosse question, des clients, c'est la grosse question des internautes. Je vais pas dire qu'on me la pose tous les jours, mais c'est, est-ce que je dois être sur ChatGPT? Et il y a l'Arcom en fait. Donc c'est, l'autorité, de régulation de l'audiovisuel là qui a fait un premier baromètre qui date de juin 2026. Donc c'était il y a quelques jours. C'est vraiment tout récent parce qu'en fait, on voit plein de stats, passer. Voilà, quand on est sur, un acteur français d'autorité qui nous fait une vraie analyse, je trouve que c'est plutôt cool et je voulais vous la partager aujourd'hui avec vous. Donc déjà, il y a 6 Français sur 10 qui utilisent l'IA, c'est 33 millions de visiteurs sur les services d'intelligence artificielle. Voilà, donc maintenant, il y a 57 de la population qui utilise l'IA ou qui a utilisé l'IA. On enlève les personnes, très âgées, qu'on enlève, les bébés et compagnie, on peut se dire qu'un adulte, la cible de nos clients, que ce soit ado, ou adulte, utilise l'IA ou va être exposé à l'IA. Donc en termes de stratégie de communication, il y a des choses à faire. Ensuite, si votre cible, c'est les jeunes, clairement, là, il faut penser géo. Ça va être ça. Après, le géo, ça peut être utile sur certaines SERPs, mais il y a des SERPs, en fait, où le géo aura moins d'impact que du SEO. C'est pour ça, là, l'idée de ce slide, c'est se dire, en fait, il faut penser marketing traditionnel.
il faut se dire: «C'est quoi ma cible? C'est quoi ses habitudes? C'est quoi ma persona?» En fait, dans toute stratégie, dont une stratégie SEO, dont une stratégie géo, il faut penser persona. Voilà, marketing, hein, ça c'est une des bases. Mais en tout cas, si votre cible, c'est les jeunes, ciblez du géo. Vous arriverez à les toucher. Aller sur du TikTok aussi, il y a plein de choses à faire. Et Orsan le sait, hein, c'est une forte croissance, par rapport à l'IA. Et je pense que tu précises jeune, mais tu peux aller jusqu'à 35-40 ans, je pense. Ouais, Aujourd'hui, je te berce. les Ouais, ouais, je gens, suis ouais, ouais. d'accord. Même 42 ans pour les jeunes, ça marche encore. Il y en a Moi, jamais. je vois et j'en connais de plus en plus aujourd'hui, et dont ma compagne, par exemple, qui ne passe même plus par Google, hein. Je pense que ça va devenir vraiment un mode de fonctionnement, de recherche qui va être mis en place, et c'est pour ça, là, quand tu dis, bah, justement, faut sortir de Google, c'est totalement vrai, et il va falloir vraiment retravailler, tout ça et repenser, dans ce sens-là. Ce que ça veut pas dire que le SEO est mort, encore une fois, mais c'est que il va être totalement différent, et que, bah, justement, pour ressortir sur les IA, de toute façon, il faudra travailler son SEO. Mais il faut bien se dire que, dans peu de temps, il y a une majorité de gens, donc comme tu dis, les personas adaptés, ou qui vont, forcément passer par l'IA avant de venir chez vous, hein. Ça, c'est évident. Ouais, ça c'est pour ça que c'est intéressant de se dire, en fait, dans sa journée, mon internaute, ma cible, qu'est-ce qu'elle va faire, en fait? Et c'est ça qui est super important. Alors c'est vrai que ça a un peu perturbé là le SEO de se dire: «Il y a un canal supplémentaire qui est arrivé». En fait, voilà, hein, il y avait les réseaux sociaux, il y a l'emailing, il y a l'IA aussi, qui sert à toucher sa cible au cours de la journée. Et il y a le SIA aussi, il y a plein de leviers. Et ce qui est c'est je vois dans les commentaires: «Vive les quadras». Excellent. Ouais, Et comme dit Stéphane, la différence qui le SEO n'est pas mort, mais ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin sont déjà morts, et ça, oui, ça, ouais, c'est bien. oui, oui. Ouais, 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 ça je pense que c'est plutôt bien résumé par rapport à ça. Mais en tout cas, ouais, toujours, réfléchir à la cible. Et puis après aussi, un truc qu'il faut se dire, c'est que les 15-24 ans là, qui sont des utilisateurs intensifs, ceux qui ont 24 ans, dans 10 ans, ils auront 35 quoi. Ce sera, donc voilà, en fait, on est sur un changement d'utilisation avec, des gens qui avaient des outils pour aller sur le web, et c'est en train de changer. Et ça va encore changer, hein, si on rajoute les agents IA qui vont faire du taf à notre place et tout. Je suis persuadé que dans l'avenir, de toute façon, les IA, tout va se passer à l'intérieur d'un écosystème. On a les Chinois qui ont très bien réussi à le faire déjà depuis au moins 10 ans. Quand vous allez en Chine, déjà toutes les applications européennes, elles ne marchent pas. Ensuite, vous allez utiliser des méga applications comme WeChat ou Alipay et compagnie. Vous rentrez dans WeChat, vous pouvez tout faire dans WeChat. Alors forcément, c'est validé par le gouvernement, c'est contrôlé, mais dedans, c'est le système de messagerie numéro un. Vous pouvez réserver vos tickets de métro avec WeChat. Vous pouvez discuter avec votre pote. Vous pouvez faire du shopping dedans. Vous pouvez envoyer de l'argent. Il y a tout en fait. Et je pense que c'était un des rêves de Meta à l'époque, de créer une super application où les gens discutent, font du shopping, payent, s'envoient de l'argent et tout, et on n'a pas besoin d'en sortir. Zuckerberg, il n'a pas réussi à faire comme les Chinois avec ces applications-là. Avec l'IA, c'est une nouvelle opportunité en fait, où à l'intérieur, il y a un agent conversationnel qui va discuter avec nous, qui va nous donner de l'informationnel, qui pourra peut-être envoyer des robots pour faire des achats et nous les ramener à l'intérieur de l'IA, et tout va se passer à l'intérieur de cet écosystème. Peut-être, en fait. Ça c'est la vision d'un web agentique, en fait. Pour l'instant, là, on est encore sur un web avec l'internaute qui fait ses recherches et tout lui-même. Peut-être qu'après, ce sera plus un internaute qui visitera nos sites et qui fera des interactions sur notre site ou qui remplira des formulaires de contact. Ce sera peut-être des agents IA. Enfin, c'est même quasiment certain, ça. Donc du coup, pour moi, c'est une grosse erreur, hein, avoir une stratégie Google only. Non, en fait, de se dire, voilà, il faut être sur Google, en fait. Et je dirais même, en fait, il faut plutôt être sur une stratégie Google first.
Pourquoi Google First? Quand on regarde encore là, à l'heure actuelle, en juin 2026, ça c'est une étude, Adobe, pardon, SEMrush. Bon maintenant c'est la même, c'est la même chose. En France, Google, c'est encore, 2 000 000 enfin, c'est 2 000 000 de visites. Vous avez YouTube, c'est 1 000 000. On a Facebook, Wikipédia. On a ChatGPT, qui est grosso modo en 5e position, mais qui la tient bien, sa 5e position. Ce qu'on voit, c'est qu'aux États-Unis, ChatGPT est passé devant Wikipédia. Donc, en France, ça va être exactement pareil. Ça va aller challenger Facebook aussi. Voilà, hein, les jeunes, ils sont plus sur Facebook. Donc, on voit que Insta, c'est en baisse. Par contre, les petites surprises quand même. Donc, OK, on a ChatGPT avec une forte augmentation. Quasiment dans le même rythme de croissance mensuelle, on a quand même Google qui a connu une croissance là sur le mois de mai. Et l'élément en fait à retenir par rapport à ça, j'ai envie de dire, c'est que Google, il faut surtout pas le mettre de côté. En fait, il faut considérer l'IA, ChatGPT, Claude, Perplexity, tout ce qu'on veut, comme un canal de communication supplémentaire. Déjà, avec du bon SEO, en plus, on va les influencer. Donc, il y a une partie du travail qui sera fait. Ça, c'est cool. Après, il y a clairement des ajustements à la marge, des points techniques à penser qu'on est sur du GEO. Et en fait, dites-vous que quand on fait la somme de la 2e à la 10e position, en termes de trafic, de volume, de visites, on n'arrive pas encore au niveau de Google. Donc Google a un avantage énorme par rapport aux autres. C'est clairement, ils sont leaders, mais avec un point. En gros, quand on cumule YouTube, les Facebook, Instagram, Amazon, Reddit aussi. Reddit, ça c'est important, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. On peut pas, en fait, on peut pas les mettre de côté, quoi. On peut pas les mettre de côté, mais ça arrive pas au niveau de Google. Et ça, c'est clairement un point que j'essaie toujours de garder en tête par rapport à ça. Donc là, maintenant, nous, et c'est un peu la force des SEO, c'est d'être capable d'analyser des données, d'optimiser des textes, d'auditer techniquement un site, de se dire, tiens, il faut des liens, il faut des liens externes, il faut de l'autorité, il faut de la popularité. Tout ça, en fait, ça fait partie des compétences du SEO. Donc, pour moi, le SEO, faut pas qu'il ait peur d'aller sur d'autres éléments. Mais clairement, la notion de branding avec le Géo et les IA, elle est revenue sur le devant de la scène. Ça, le branding, en fait, c'est un des gros leviers aussi qui va aider à la conversion. Qui va aider le branding, ça aide à la conversion, ça améliore le CTR. Il y a plein d'effets vertueux en fait avec le branding où à un moment ça avait été mis de côté. Et j'ai mis en fait avec Bill Gates qui disait content is king, et ça c'était déjà dans les années 90. Après, moi je dirais, James Garten il pourrait dire backing is kingdom, quoi. C'est vraiment le royaume. Là, mais le backing, c'est le gros terrain de jeu. En fait, ça élargit clairement la chose. Mais le branding, en fait, ben, là c'est revenu. Et pour moi, les SEO doivent beaucoup, beaucoup, beaucoup discuter avec les marketeurs pour aligner les stratégies SEO avec les stratégies de branding, aligner les stratégies GEO avec les stratégies marketing. Ça va être important. C'est pour ça que pour moi, en fait, là, on est passé du SEO qu'on disait Search Engine Optimization, c'est l'optimisation des moteurs de recherche, au Search Everywhere Optimization, en fait, où là, on va avoir une vision vraiment à 360 et plus globale. Donc là, en fait, avec le tableau de tout à l'heure, on a déjà répondu un petit peu à une question. Est-ce qu'il faut sortir de Google? Oui, il faut sortir de Google, mais oui, il faut aussi rester dans Google. Clairement, parce que c'est là qu'il y a une grosse partie du business, des recherches qui se font, même si ça se voit pas forcément, en fait. Et quand on se dit ben, sur quel terrain on peut aller jouer, il y a YouTube, 2e moteur de recherche au monde, en fait, derrière Google. Dites-vous aussi que les vidéos, ça sert à sourcer les IA. Là, je voyais un post LinkedIn de Mathieu Chapon ce matin où il parlait, où il partageait une info de Href avec les IA, où le plus fort en fait alignement entre l'IA et l'apparition dans les IA, c'est lié à YouTube. Ben, les vidéos ont beaucoup servi et servent beaucoup et serviront beaucoup à entraîner les IA pour apprendre déjà le langage humain, le décrypter, s'enrichir de ça, mais aussi de tout ce qui est dit verbalement. Et sur YouTube, c'est une masse de données qui est énorme.
Donc, soyez sur YouTube. Ça, c'est super dur, hein. C'est pas facile, de montrer sa tête, quand mon premier webinaire, je l'ai fait en 2020, franchement, j'ai pas aimé, quoi. On n'aime pas se voir sur les vidéos. Non, on n'aime pas savoir, hein. C'est des trucs, c'est des trucs de dingue et je pense que c'est c'est le cas pour tout le monde. Et donc en fait, vraiment, dépasser cette petite, peur-là, au bout d'un moment, on débranche, hein, on pense pas à ça et on fait son taf et en fait, ça marchera bien. Pour, le SEO déjà, pour moi, c'est de l'optimisation de moteur de recherche, hein, YouTube, c'est un moteur de recherche vidéo. Donc, voilà, il faut être dessus. ChatGPT aussi, c'est utilisé par le grand public. Reddit, c'est un forum où j'aime bien pareil. C'est redevenu à la mode un truc de fou. Moi, ça faisait 4 ans que j'avais un compte Reddit. Ça faisait 3 ans, en gros, que je l'avais peu utilisé. Et puis là, bah, je l'ai remis au goût du jour et je l'ai exhumé. J'ai récupéré mes codes et tout pour le faire vivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, les IA adorent les forums. C'est de la conversation naturelle avec beaucoup de modération, une modération très agressive. Pareil pour Wikipédia. Pourquoi Wikipédia et Reddit? Ça sert de sourcing pour les IA. C'est parce qu'il y a une grosse communauté de modérateurs derrière et du coup, on peut faire confiance. En tout cas, ils estiment qu'ils peuvent faire confiance à ça. Donc, nous, l'idée, bah, c'est d'être présent sur Reddit, de faire passer des messages sur Reddit, de faire du branding sur Reddit et autres. Donc, c'est amusant. Là, j'ai une anecdote, ça date d'hier avec mon développeur. On était sur une problématique WordPress, on se posait la question sur un thème et compagnie. Et du coup, son réflexe, c'est d'aller sur Google. Il tape sa question dans Google. Dans le top 3, c'est Reddit. C'est une conversation Reddit qui ressort. Alors, je n'ai pas dit sur le coup, mais en fait, cette conversation, c'est moi qui l'avais lancée. Et donc, mon référencement Reddit, en fait, ressort et spam mon développeur, quoi. Donc, donc voilà, là, il doit se marrer en écoutant la conférence et le webinaire. Et donc aussi les ads, hein. Il y a eu des leaks en 2024 de Claude, si je dis pas de bêtises, où on s'est rendu compte que quand on demandait des comparatifs et des prix et autres, Claude allait scraper Google. ChatGPT, pareil, ne le cache pas, il scrape Google Shopping. Donc, si vous voulez influencer les réponses des IA sur du transactionnel, sur des prix, sur des recommandations d'achat, donc du vrai transactionnel, soyez présents en ads. Les IA vont scraper des Google Ads, entre autres, et le shopping. Donc, en fait, il y a des vraies synergies à créer. Et quand on dit SEO, SIA, c'est la petite guéguerre, non, en fait, c'est toujours super intéressant d'être présent. Voilà, c'est du multicanal, en fait. C'est ça le terme. Et du coup, ça va présenter des gros avantages. Déjà, l'avantage, ça va être d'occuper la SERP. Si je prends, moi, en plus, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé avec, en termes de temps passé sur le site internet, où on s'en occupe 3 fois par an. Moi, j'aime bien me dire, voilà, psychologiquement, allez, une place de gagner dans le top 10, c'est 5 parts de marché, de marketing digital que je vais occuper parce que l'internaute, tout se passe en première page. Il y a une petite partie qui va se passer avec le ads au-dessus et en dessous, qu'on est sur du transactionnel, et aussi quand même en deuxième page de Google un petit peu. Donc voilà, pour simplifier, chaque fois que je me dis, tiens, j'ai gagné une place dans Google, je me dis, en termes de visibilité digitale, je gagne 5 points. Mais déjà, si vous avez un bon site bien structuré avec un bon maillage interne, vous allez occuper de la place, vous rajoutez votre référencement local. Il y a déjà la moitié de la SERP qui sera occupée par vos données sur votre nom de marque. Ensuite, nouer des partenariats. Ça, c'est important aussi pour avoir des backlinks et autres. C'est la vie réelle, en fait. C'est trouver des potes avec qui s'associer, qui vont vous envoyer des liens. Adhérer à des associations, des choses comme ça. Par exemple, là, nous, on est membre de l'UCC Grand Est. C'est l'Union des conseillers en communication. C'est le syndicat des agences de com qui a, en fait, pour que les agences elles aient des bonnes pratiques en termes de cahier des charges, de relations clients, d'appels d'offres aussi. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui sont portées par l'UCC. Et donc, comme on est adhérent, en fait, on reçoit un lien et eux, ils vont apparaître aussi dans notre cercle, sur notre nom. Ça peut être un élément de réassurance pour les clients. Voilà, soyez présents sur les réseaux sociaux.
Vous allez occuper de la place, ça va repousser des sites en bas. Un truc qui est souvent oublié, ça va être, les annuaires. En fait, sur votre page, par exemple, page jaune, local, vous vous créez un compte, vous pouvez personnaliser, votre nom et ainsi de suite. Mais vous pouvez aussi, publier des articles à l'intérieur. Ils ont rajouté une petite fonctionnalité de blog. Donc, comme dans Google My Business, hein, en fait, il y a ça. Et puis après, si vous bossez, vous dites: «Tiens, j'aimerais bien des avis», vous demandez, autour de vous à vos clients, vous faites des petites campagnes d'email, des choses comme ça. Là, on est sur une démarche vraiment marketing. Donc en fait, pour occuper la SERP, qui est notre taf de SEO, faut qu'on fasse du commerce avec, du relationnel, faut qu'on fasse du community management ou en tout cas qu'on travaille avec des community managers pour faire remonter nos réseaux sociaux, les faire vivre. Il faut aussi qu'on fasse du marketing pour de l'acquisition. On n'est pas seulement en fait sur une vision, technique du métier et on voit qu'en fait, tout ce que j'ai entouré en rose sur mon nom en première page de Google, j'ai la main dessus en gros ou en tout cas, je peux l'influencer avec des actions. Il y a juste un site, voilà. De part de marché, j'ai 90 de maîtrise de ma SERP à moi et ça, c'est important parce que des fois, il y a du parasitage qui se fait. Donc aussi, ben, vous pouvez aller parasiter des SERP de l'autre côté. On fait pas que du white hat, hein, des fois du black aussi, parce que il faut se battre, hein, pour ça et les autres ne font pas de cadeaux. Enfin, on peut aussi aller parasiter d'autres SERP avec des techniques, comme ça. Mais bon, c'est pas l'objet de ce de ce webinaire, mais après vous rajoutez en plus, du ads, du display, du méta, de la pub dans Reddit et autres, ben vous êtes visible. En fait, c'est ça qu'il faut, vous êtes visible. En gros, dites-vous que vous aurez gagné si sans aller sur votre site internet, les gens peuvent se faire un avis de vous et vous connaissent sans aller sur votre site. Voilà donc, ben, l'idée ça va être de gagner du trafic ailleurs, donc soyez disruptifs. Donc j'ai été sur les fesses là quand j'ai vu qu'un industriel qui travaille dans le plastique, il avait 10 de son trafic global qui venait de Pinterest. Le mec, c'est du plastique en B2B et compagnie, le truc, pas sexy du tout. En fait, qu'est-ce qu'il avait fait? Donc là, j'ai juste, masqué parce que, bah, pour, sa confidentialité. Mais en tout cas, il a 7 abonnés, donc son compte Reddit, il le fait pas vivre. Son truc, ça date d'il y a 6 ans. Il a quand même 1 300 vues mensuelles Reddit parce qu'il a créé un ensemble d'épingles avec ses produits. Il a mis des liens vers le site internet et à l'heure actuelle, 6 ans plus tard, ça représente encore 10 du trafic. Et en fait, pour vous, un SEO, il y a aucun souci d'aller optimiser un Reddit, hein. Vous aurez tout de suite les réflexes, hein, mettre le lien, mettre la petite description qui va bien et compagnie, choisir les produits, faire des groupes, produits avec, ça et puis après rajouter des liens vers les pages, qui correspondent bien. C'est nickel, quoi. Et donc ça, souvent, on a tendance, à l'oublier, mais ça va déjà aider à l'indexation, toucher une cible différente, du trafic de qualité. En plus, le trafic, il est de qualité, c'est ça le truc et puis jouer avec des applos. C'est ça aussi, hein, qu'on aime bien faire. Donc voilà et puis le raisonnement est exactement le même avec du ads, avec les réseaux sociaux, avec les IA et ça, c'est un truc intéressant. Puis je voulais aussi vous parler, d'un fail et on aura terminé pour, notre webinaire qui m'a vraiment fait réfléchir. Ça, c'était, notre page, agence SEO Strasbourg. Donc, en gros, à Strasbourg, on comprend Strasbourg et environ, on est presque sur un demi-million d'habitants, donc il y a quand même un petit peu, de concurrence. Des agences qui disent ou qui font du SEO, il y en a plein. Maintenant, tout le monde fait du SEO, alors à différents niveaux et autres, mais on est quand même sur une SERP qui est plutôt, concurrentielle. Et à un moment, sur notre site internet, je le disais, Cordaniel de plus mal chaussé, on a eu un problème dans le thème, dans notre thème WordPress et on n'a pas vu tout de suite. Autant on fait gaffe, maintenant c'est pour regarder avant, après et compagnie. Autant nous, on appuie sur le bouton et puis on continue à bosser. Je pense qu'on est pas mal, comme ça. En fait, bah, notre footer, il a sauté. Mais il a sauté pendant quelques mois. Heu, Ensuite, on n'avait pas pris le temps de mettre du contenu sur notre blog parce qu'on se met la pression, on se dit: «Tiens, il faut que ce soit nickel notre contenu et tout», on prend la parole, on est une agence de com. Donc à chaque fois, on commence, des articles et puis ça prend du temps, quoi, à sortir et donc là, à cette période-là que j'analyse et je vous partage, pendant 6 mois, on n'avait pas publié de contenu.
on avait, dû au bug, WordPress là, notre H1 qui était dupliqué et en plus, il y avait les du H3 qui avaient sauté, donc en gros, on avait 2 H1, on n'avait pas de footer, on n'avait rien publié sur notre site depuis 6 mois et non plus sur, la Google, My Business, sur notre page locale, en fait, on n'avait pas, mis d'actualité récente, non plus. Voilà, pas de campagne, de netlinking non plus. En tout cas, en termes d'optimisation technique, un beau 0 sur 10 quoi. Donc c'est des choses. Hem et en fait, mmh, quand je regarde cette période-là, on a eu une forte progression et je peux pas me dire notre footer était pourri et le fait de doubler les H1, ça règle ça Google aime bien. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé premier sur Agence SEO Strasbourg, on a gagné 17 places. Donc c'était, et en fait, l'envoi, ça date un petit peu, ça date de 2024 et c'est là où ça a fait tilt et je me suis dit: «Un coup, il faudra que j'en parle en webinaire, en conférence de ça». On a eu une forte progression et là, je suis allé voir, mon collègue SEO, de l'époque, Julien et je lui dis: «Mais tu as fait des trucs là sur le site?» Il me dit: «Ben non, rien». Et je regarde, je reprends mes notes et tout, pareil, moi j'avais rien fait. On avait taffé, comme des malades, sur un gros événement qu'on avait et pour nos clients quoi, en fait, période de rentrée, période de chargée, rentrée des classes en septembre, la période là et tout. Donc OK, bah, on est premier dans Google, cool, mais d'où ça vient? Et c'est là où je me suis dit: «En fait, il faut qu'on sorte un peu de ce carcan technique et qu'on ouvre nos chakras». Et j'ai repris, en fait, tout ce qu'on avait fait autour et en fait, autour de ça, déjà, on avait eu un backlink, un beau backlink d'autorité par la chambre de commerce et d'industrie, qui était tombé à ce moment-là. Pourquoi le backlink était tombé? C'est parce qu'on avait organisé un événement. On avait fait beaucoup plus de publications TikTok, Facebook et LinkedIn que d'habitude. Là, on avait eu on avait envoyé un gros signal à Google, en plus avec une activité aussi, avec des trucs qui avaient bien marché. Certainement, on avait eu un CTR qui avait été un petit peu plus élevé aussi que d'habitude parce que, on avait participé à un événement qui s'appelle Biz& Buzz et c'était notre agence en 2024 qui était chargée d'organiser donc en Alsace, le plus gros événement du digital en Alsace, grosso modo. En 2024 pour les 10 ans, du festival Biz& Buzz, on nous avait donné une salle de cinéma et organisé toute une journée de SEO, où j'avais dû faire, la programmation et trouver des conférenciers et compagnie. J'avais fait venir, Guillaume Perronnet, il y avait Laurent Bourrelli qui était venu, Dan Bernier aussi, voilà, il y en avait plein. Il y avait, Régis Como, il y avait Luca Foncello, il y en avait des Alsaciens, des non-Alsaciens qui avaient fait des conférences et donc tout ça, ça a fait que, ben, des gens ont tapé plus aussi, des requêtes de branding, d'hémisphère web. Quand ils voyaient hémisphère web, dans le truc, bah, ils cliquaient un petit peu plus aussi, par rapport à ça et donc on a eu de l'activité sur, Facebook. On a eu une grosse activité aussi sur TikTok, donc plein de signaux parallèles qui pour moi ont largement compensé en fait des problèmes, qu'on pouvait avoir, des problèmes techniques. C'est aussi pour ça là qu'à un moment, au tout début là, je parlais, d'un acteur dans le thé, qui va, mettre ses H1 en taille de 1 pixel sur 1 pixel. Ben, des fois en fait, quand vous avez des problèmes techniques, de l'autorité, ça va marcher. Mais en fait, ça, c'est pas de la fake, en fait et c'est vraiment pour moi, il faut différencier cette notion d'autorité avec l'autorité réelle et pour moi, l'autorité réelle, c'est un vrai facteur, impactant en SEO. Donc en conclusion, est-ce que, le SEO doit sortir, de Google? Je dirais oui et non. Clairement, oui, le SEO évolue comme toujours. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs, en fait. Est-ce qu'on doit sortir de Google, aller sur du YouTube, aller sur, du Reddit, aller, sur du TikTok et compagnie? Bah, ça va dépendre de votre cible, ça va dépendre, de votre temps, de vos ressources, de vos compétences, de vos objectifs. Il y a énormément comme ça, d'éléments à prendre en compte. Mais en tout cas, pour moi, des choses, qui ont à retenir, c'est déjà l'IA. Ça a permis d'ajouter un canal d'acquisition pour les entreprises. Ce canal-là, il s'appelle le GEO et quand on fait du SEO
il y a déjà une bonne base qui est faite. Et après, quand on veut aller dans le détail en se disant, mais en fait, là, mon SEO, il est super bon, je suis premier et tout, et ChatGPT, il me met que troisième, quatrième, cinquième, ou il me cite pas comment ça se fait. Voilà, là, ça va être encore des réglages géo en particulier. Google, à retenir, il reste en pole position. Pour moi, avec l'arrivée des IA Overview, Google va recapter de l'utilisateur IA. Donc, il va ramener de l'utilisateur IA sur sa SERP avec Gemini. Ça, j'en suis quasiment certain, et c'est ce qui se voit aussi aux États-Unis. Donc, pour moi, Google, il va rester en tête dans les années à venir, même si ChatGPT, même si Claude, qui a une grosse hype là en ce moment et tout, progresse, forcément, il y aura des effets de seuil. Et donc, après, ben, c'est si on comprend qui vous êtes sans avoir besoin d'aller sur votre site internet, en fait, c'est que votre autorité, elle est la bonne. Ça veut dire que si on va sur des sites, des aides de blog qui parlent de vous, des annuaires qui parlent de vous, des interviews qui parlent de vous, des réseaux sociaux qui parlent de vous et ainsi de suite, si tout autour, ça, on sait déjà qui vous êtes, on voit les avis et compagnie, l'IA, en fait, elle va sur une image de vous comme ça. Et en fait, Google, je suis persuadé, il a changé, il a fait évoluer son algorithme, il évolue en permanence, l'algorithme de Google. Ben, c'est pareil. Les signaux périphériques ont beaucoup plus d'importance par rapport à ça. Et donc, ben, ne négligez pas le SEO traditionnel parce que c'est ça qui va faire votre socle, votre base, votre stabilité aussi et qui vous permettra de durer dans le temps, quoi, clairement. Donc voilà, je vous avais parlé, un dernier slide de Biz Buzz. Si vous êtes du côté de l'Alsace, le jeudi 15 octobre à Strasbourg, il y aura une grosse journée SEO Géo. La Chambre de commerce et d'industrie nous a chargé, nous, Hémisphère Web, d'organiser ça. Et donc, du coup, là, on est à fond dans cette préparation. Donc, c'est un événement gratuit. Donc, venez. Le lendemain, il y a le SEO Summit à Paris. On est à 1h50 de Paris. Donc, n'hésitez pas à venir le jeudi à Strasbourg, le lendemain à Paris sur l'événement d'Eliott. Ça peut être cool. En tout cas, voilà. J'espère que pour vous, c'était intéressant là, je voulais parler en fait de manière un peu générale, un peu globale comme ça, de SEO, d'IA, en même temps vous donner des petits tips, des petits tips en passant, et j'espère que ça a été intéressant pour vous. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Yes, bah, merci pour ce contenu de grande qualité déjà. C'est vachement cool avec pas mal de tips super intéressants. Il y a une question dans le chat, mais avant ça, moi j'en ai aussi une. Donc du coup, tu as montré pas mal de choses sur comment vous travaillez ce genre de choses. Quels sont les outils que tu affectionnes et ceux avec lesquels vous avez l'habitude de bosser au sein de l'agence? C'est toujours intéressant d'avoir ce retour-là. Ouais, alors, c'est une question super intéressante et ça soulève une grosse problématique avec les outils, le test et compagnie, lesquels utiliser. Je me C'est souviens ça. à un moment, l'argent qu'on dépensait dans des outils, et d'ailleurs, on en dépense toujours beaucoup là en ce moment dans du géo, en fait, pour faire des tests. Il y a 4-5 outils géo qu'on utilise. Alors, pour les SEO, c'est simple. Pour moi, il y a déjà un petit. J'ai mon triptyque favori, la Search Console de Google. Mais elle est ce qu'elle est, elle a des bugs, des fois elle déconne, des fois elle remonte pas tout et compagnie. Ça reste quand même, en fait, moi j'aime bien avoir des outils qu'on utilise dans le temps pour avoir des points de comparaison. Parce qu'on ne peut pas comparer des données SEMrush ou des données Href avec des données Search Console. Et moi j'aime bien comparer ce qui est comparable. Donc déjà, Search Console, j'utilise. Google Analytics 4, GA4 en fait, pareil, je l'utilise beaucoup pour le comportement des utilisateurs. Tiens, les gens, le trafic qu'on apporte sur une page en SEO, est-ce qu'il est qualitatif? Est-ce qu'il y a un gros taux de rebond? Est-ce que les articles de blog, ils sont lus? Est-ce qu'ils sont pas lus? Est-ce qu'il y a des choses à faire? En fait, ça va m'aider beaucoup à arbitrer en SEO. Et après, j'ai SEO Observer que j'utilise clairement tous les jours. J'utilise pour faire des recherches de mots-clés, SEO Observer, pour voir des SERP, des évolutions, la volatilité d'une SERP, en fait, qu'est-ce qui a changé, qui a gagné des places, qui a perdu des places et compagnie. Et surtout aussi pour les backlinks, où je trouve que c'est Ouais. vraiment top. Pour ça, pour auditer, se dire, bah, tiens, ce concurrent, combien il a de backlinks? Ah, ok. Et moi, j'en ai combien en fait? Ah oui, tiens, il a de l'avance. Ah, tiens, cool, c'est moi qui ai de l'avance. Il y a ça, le Trust Flow, le TTF et ainsi de suite, quoi, le Topical et tout ce qu'on veut. Donc, moi, c'est vraiment ceux-là que j'utilise tout le temps. Et puis après, bah, il y en a d'autres qui peuvent être
Utilisé, mais j'aime bien. J'ai fait un gros effort de pas trop me disperser, aussi, à ce niveau-là, en me disant: «Il vaut mieux des fois utiliser un outil, mais bien et presque à fond, plutôt qu'avoir des outils qui dorment dans le truc». Là, je par exemple, là, j'ai en tête, Dib, où ça doit faire, 6 mois, 1 an que j'ai pas utilisé, mais j'ai Alloscan, par exemple, là, que je vais utiliser en test. Donc toujours se remettre un peu en question. Voilà, mais donc ouais, il y a cela. Après pour le géo, il y a l'outil, Query de Luca Fancello, par exemple, que je pourrais mettre, en avant. Mais on a aussi testé, celui d'Idriss avec, Meteoria là, qui est très, très cool aussi. Donc voilà. OK, on Et avait parlé un petit moment de ça, et d'un point de vue sécurité, ça soulève beaucoup de questions. Ce système centralisé tel que WeChat, ça fonctionne vraiment et est-ce transposable, pardon, partout? ah bah, oui, le gros problème, j'y suis attaché, c'est l'indépendance, c'est la confidentialité des données, c'est les choses comme ça. Et en fait, bah, WeChat, c'est un logiciel d'État, de l'État chinois. Donc forcément, tout est limité. Alors pourquoi je connais bien? C'est parce que j'ai de la famille qui vit en Chine depuis 15 ans. Le seul moyen de communication, disons sans bug, c'est WeChat. Quand j'étais en Chine, l'an dernier, ben, j'ai été obligé d'installer WeChat et WeChat Pay pour faire des paiements. Parce que même quand vous allez dans la rue avec le petit vendeur à la sauvette ou sur la grande muraille avec, des vendeurs qui vous vendent, des magnettes, vous payez avec votre téléphone, hein. Les gens n'utilisent plus le cash là-bas. Très, très peu, ou ils en veulent pas. Ça les emmerde et on paye avec le téléphone et qu'est-ce qu'on fait? On va scanner tout le temps des QR codes, WeChat. Donc, ou Alipay. C'est les 2 que vous aurez systématiquement. Donc oui, ça pose, des problèmes de confidentialité. Un système centralisé, c'est un système contrôlé. Quand vous êtes sur les IA, et je vais élargir ça parce que, on peut dire exactement la même chose des États-Unis avec, ChatGPT. Où là, il y a plein de cas et d'exemples où de toute façon, tout ce que vous dites, même en confidentiel, même avec des éléments privés, c'est scanné par ChatGPT. S'il y a des warnings qui s'allument, c'est remonté, à d'autres services, aux États-Unis. Et donc en fait, là, tout ce qu'on fait avec les IA, il y a rien de confidentiel. Ça c'est certain. Et c'est analysé, ben, par ça. Alors après, ben, ils disent, que les données sont pas revendues, mais regardez même sur les comptes payants. De toute façon, j'ai regardé les CGV de par exemple, ChatGPT. Bah, ils disent qu'il y a quand même ChatGPT qui est susceptible, pendant 30 jours, d'analyser vos données et aussi de les transmettre à des fournisseurs et des partenaires. Donc à partir de là, ben, voilà quoi. C'est juste que nos données, qu'on est sur des modèles payants, ça sert pas à entraîner, les IA. Mais après, ben, est-ce que c'est transposable, partout? Ben, faut toujours qu'on se pose, la question en interne en entreprise de la gestion de la donnée sensible. À qui on autorise, à qui on diffuse, la donnée et voilà. Mais là, le gros dilemme, c'est les IA, c'est arriver à en donner suffisamment pour qu'elles soient performantes, sans, nous donner des choses ultra confidentielles, là-dedans, quoi. Ou sinon, bah, il faut créer des IA complètement cloisonnées en interne, et autres, quoi. Voilà, ça c'est ça. Mais après, ben, aller sur Mistral, en fait, pour les IA. Il faut faire la promo de la France. Je pense aussi que c'est important, même là, par des tics de langage, j'ai beaucoup plus parlé de ChatGPT que de Mistral, mais si on veut être sur des boîtes qui respectent un petit peu plus le RGPD, il faut rester en Europe, hein, les gars. Et bientôt on aura Hibou pour faire de la recherche. Mais oui, Boo aussi, là, des frères Perronnet, donc clairement, quoi. Ouais.